Depuis le début de cette saison 2026, Kimi Antonelli est en train d'exploser tous les records de précocité. Que ce soit le plus jeune poleman, le plus jeune auteur d'un meilleur tour, leader d'une course et même leader du championnat, on pourrait même d'ici la fin de l'année avoir même le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1. Alors avec tous ces records, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas des records qui sont impossibles à battre aujourd'hui? Donc on a fait des recherches, on a essayé de creuser un petit peu et je vous ai trouvé 5 records qui, à mon goût, sont imbattables dans l'histoire de la Formule 1. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à booster la vidéo si vous êtes sur mobile, ça nous aide énormément, et à vous abonner. Et sans plus tarder, il est temps de découvrir ensemble 5 records imbattables dans l'histoire de la Formule 1. Alors avant de commencer, j'en ai trouvé un quand même qui je trouve méritait d'être mentionné, c'est le petit apéritif, donc posez-vous bien, c'est cadeau, on vous l'offre et je le trouve quand même assez marrant. Si vous vous intéressez un petit peu aux statistiques, vous savez sûrement que le record du plus grand nombre de Grands Prix sans victoire, il appartient actuellement à Nico Hülkenberg. À Silverstone, Nico a fait son 258e Grand Prix en carrière et il n'a jamais gagné une course en Formule 1. Mais est-ce que vous savez qui est deuxième dans ce classement ? Alors, pour les plus anciens, pour ceux qui ont une meilleure culture, vous allez me dire De Cesaris, vous allez me dire Patrese. Non, rien à voir, c'est un pilote qui est encore sur la grille et c'est Fernando Alonso. Oui, Alonso a déjà gagné plusieurs courses, 32 si on veut être exact, mais sa dernière victoire remonte au Grand Prix d'Espagne 2013. Et non, la course de Lego à Silverstone, ça compte pas. Du coup, si on fait les calculs, depuis le Grand Prix d'Espagne 2013, qui était il y a quand même 13 ans, ça fait 233 courses sans jamais gagner un seul Grand Prix. Ça veut dire que si Hülkenberg vient à prendre sa retraite à la fin de la saison et qu'Alonso poursuit une année de plus, il se pourrait que notre pilote espagnol égale le record du plus grand nombre de Grands Prix sans remporter une course. Et ça, je trouve ça fou. Se dire que Alonso a fait 334 GP avec donc 32 victoires, mais qu'il est sur une série de 233 courses sans la moindre victoire, je suis désolé pour les fans d'Alonso si cette stat vous déprime, mais moi j'avoue, ça m'a un petit peu fait rire. Ouais, c'est marrant. Alors pour ce premier record, je vais vous parler du pilote le plus vieux de l'histoire de la Formule 1 à avoir remporté un Grand Prix. Je vous vois venir, c'est pas Lewis Hamilton, c'est encore moins Fernando Alonso, et même si Fernando venait à gagner une course en 2026, ce record, il serait toujours détenu par Luigi Fagioli. Luigi Fagioli est un pilote italien qui a participé à des courses dans les années 30, parce que oui, même si la Formule 1 a commencé avec un championnat du monde en 1950, ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de course automobile avant ça. À l'époque, Luigi était vraiment un pilote respecté et qui participait à beaucoup de courses à travers l'Europe. Donc en 1950, quand le championnat du monde de Formule 1 est lancé, Alfa Romeo fait directement appel à lui pour rejoindre l'équipe. Chez Alfa, il était le coéquipier de Giuseppe Farina et Juan Manuel Fangio. Alors vous le savez, Farina du coup remporte le premier championnat du monde de Formule 1 en 1950, devant Fangio 2e et Luigi Fagioli 3e qui termine 6 courses sur le podium sur 7 dans la saison. En 1951, c'est un peu plus calme. Là, Fagioli remporte son premier Grand Prix en France, qui est la 4e manche de la saison 1951, sur le circuit de Reims. Il faut savoir qu'à l'époque, la F1, ça avait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était pas les mêmes voitures, c'était pas les mêmes circuits, mais surtout, c'était pas le même règlement. Lors du Grand Prix de France 1951, c'est 77 tours sur un circuit de 7 km. Avec les voitures de l'époque, on était sur des courses qui duraient plus de 3 heures et honnêtement, on était bien plus proche d'une course d'endurance qu'une course de Formule 1 qu'on connaît aujourd'hui. Lors de ce Grand Prix, Fagioli part de la 7e position, tandis que Fangio, son coéquipier qui se bat pour le titre, lui s'élance depuis la pole position. Et la course se passe plutôt bien. Fagioli remonte, doucement mais sûrement dans le classement en profitant des accidents, et arrive à la 4e place quand Fangio, en tête de la course, décide de s'arrêter au stand pour remettre de l'essence. Et accrochez-vous bien, c'est là que ça devient lunaire. Après son arrêt au stand, la voiture de Fangio n'arrive pas à redémarrer. Problème d'allumage. Au lieu d'abandonner et de perdre de précieux points au championnat, le patron d'Alfa Romeo demande à Fagioli de s'arrêter pour laisser sa voiture à Fangio. Quand je vous dis que la Formule 1 de l'époque n'avait rien à voir avec celle qu'on a aujourd'hui, je vous ai pas menti. Fagioli s'arrête donc après 24 tours et laisse sa voiture à Fangio qui repart pour terminer le Grand Prix.
Imaginez la scène quand même, vous êtes en pleine course, vous êtes 4e, votre voiture fonctionne parfaitement, tout va bien, et votre propre équipe vous demande de rentrer au stand pour laisser votre volant à votre coéquipier qui va terminer la course et marquer des points avec votre voiture. C'est lunaire. Fangio reprend donc la piste avec 2 minutes de retard sur le leader, avec la voiture de Luigi du coup. Mais bon, à cette époque, rien n'est impossible pour Fangio, vous vous en doutez bien, qui fait une remontada folle pour remporter le 5e Grand Prix de sa carrière. Alors, même si c'était pas lui au volant, Luigi Fagioli est lui aussi déclaré vainqueur de la course à l'âge de 53 ans et 22 jours. Et aujourd'hui, ce record, il tient toujours. Vous vous en doutez, mais si ce record n'a pas été battu, c'est parce que Luigi Fagioli n'a pas gagné d'autres courses après ce Grand Prix de France 1951. En réalité, l'histoire, elle est un peu plus triste que ça, puisque Fagioli n'a tout simplement jamais reparticipé à une course de Formule 1. Même si lui a été déclaré officiellement co-vainqueur, on va dire, le pilote italien n'avait pas du tout apprécié cette victoire et l'avait pris comme un énorme manque de respect. Luigi Fagioli décide donc de quitter la Formule 1 et de ne plus jamais y remettre les pieds. Et malheureusement, un an après, en 1952, il participe à une course de voiture de sport à Monaco, au volant d'une Lancia, où il est victime d'un grave accident. Et malheureusement, quelques semaines plus tard, il décédera suite à ses blessures. Alors je vous vois déjà venir dans les commentaires, vous allez me dire « Hydro, c'est pas un vrai record, c'est pas lui qui a gagné, c'était Fangio au volant ». Si vous voulez du coup un deuxième vrai record entre guillemets, pour que tout le monde soit content, le deuxième plus vieux pilote de l'histoire de la Formule 1 à avoir remporté un Grand Prix, c'est Giuseppe Farina, lors de sa dernière course en carrière en Allemagne 53 avec Ferrari. Farina, à cet âge-là, avait 46 ans, 9 mois et 3 jours, soit presque 6 ans et demi de moins que Luigi Fagioli. Le deuxième record, il est un peu plus récent puisqu'on va parler de Michael Schumacher et l'un de ses records qui pour le coup est littéralement imbattable. Le pourcentage de podium sur une saison. On va revenir en 2002 où certains d'entre vous étaient déjà nés et probablement devant la télé pour regarder la Formule 1 et c'est là où Ferrari était en pleine domination avec Michael Schumacher. Ferrari et Schumacher, c'est 5 titres pilotes, 5 titres constructeurs entre 2000 et 2004 et pour le coup à cette époque, ils étaient littéralement imbattables. À ce moment-là, on sort tout juste de la saison 2001 où Schumacher remporte le titre pilote avec 123 points, contre 65 pour Coulthard, soit presque 2 fois plus de points. Alors, dominer, gagner, c'est bien, mais pour Schumacher, c'est pas suffisant. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment dominer totalement. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2002. Lors de la saison 2002, Michael Schumacher et Rubens Barrichello vont piloter 2 des voitures les plus performantes de l'histoire de la Formule 1. Si vous connaissez un petit peu l'histoire, vous savez que début 2002, il roulait avec la voiture de 2001. À l'époque, c'était assez courant de ne pas tout de suite changer de voiture, le temps de mettre au point la nouvelle. Michael et Rubens ont donc commencé la saison 2002 avec la F2001 avant de passer sur la F2002 dès le 3e Grand Prix de la saison. On va pas se mentir, je l'ai pas vu de mes propres yeux, mais la F2002 plus Michael Schumacher, c'est exceptionnel. Et j'ai pas besoin de vous l'expliquer en soi, il suffit juste de regarder les statistiques. En 2002, Michael Schumacher, c'est 17 Grands Prix, 11 victoires, 7 pole positions et 17 podiums. Si vous êtes bon en maths et que vous avez eu votre brevet, vous l'avez bien compris, en 2002, Michael Schumacher est monté sur tous les podiums de la saison de Formule 1. C'est inimaginable. C'était à l'époque comme regarder un petit peu et jouer à Où est Charlie ? Sauf que Charlie, c'était Schumacher. Et la question, c'était pas de savoir est-ce qu'il était sur le podium, c'était de savoir où il était sur le podium. Blague à part, c'est la seule fois dans l'histoire de la Formule 1 qu'un pilote a réussi l'exploit, parce qu'il faut parler d'exploit quand même, de monter sur tous les podiums d'une saison. Et au-delà de la performance du pilote et de la voiture, il faut quand même souligner la constance et la fiabilité de Ferrari qui, à cette époque, n'a eu aucun abandon dans une période où les casses mécaniques étaient quand même très fréquentes. Vous vous doutez bien, avec une telle performance, Michael Schumacher remporte son 5e titre de champion du monde et son 3e consécutif avec Ferrari. Schumacher termine avec 144 points, 67 de plus que son coéquipier Rubens Barrichello, 2e au championnat. À l'époque, il égale et établit surtout plusieurs records. Déjà dans un premier temps, il égale Fangio avec 5 titres de champion du monde. Il établit le record du plus grand écart de points avec son coéquipier. Il bat le record du nombre de points marqués dans une saison avec 144 sur 170 possibles. Et bien évidemment, il établit ce fameux record de pourcentage de podium sur une saison avec un 100%. Une année presque parfaite pour Schumi, même si sa victoire en Autriche, obtenue grâce à la fameuse consigne d'équipe dans le dernier tour, laisse une petite tache dans la saison. Mais ça, c'est encore une autre histoire.
Pour le record suivant, on va parler du plus grand écart entre deux grands prix de Formule 1 pour un pilote. Alors, dit comme ça, vous allez peut-être penser à Robert Kubica, qui avait dû mettre sa carrière en pause suite à son accident de rallye en 2011 avant de revenir en 2019 chez Williams, ou alors Luca Badoer, peut-être pour les plus anciens, qui avait quitté la Formule 1 en 99 avant de revenir en 2009 pour remplacer Felipe Massa suite à son accident en Hongrie. Eh bien non, le pilote en question n'est ni Robert Kubica ou Luca Badoer, mais un Néerlandais qui se nomme Jan Lammers. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, Jan Lammers arrive en Formule 1 en 79 avec une très belle réputation. Quelques mois plus tôt, il venait de remporter le championnat d'Europe de Formule 3, qui était à l'époque la porte d'entrée pour la Formule 1, et tout le monde considérait ce Néerlandais comme un grand futur talent. Le problème, c'est qu'au lieu de signer dans une grosse écurie, il enchaîne les équipes de fond de grille. Pendant 4 saisons, il pilote des voitures qui peinent parfois même à se qualifier pour des grands prix. Donc autant vous dire que montrer son talent dans ces conditions, c'est extrêmement difficile. Malgré ça, les grosses équipes continuent de garder un œil sur lui. Et en 1982, sa carrière est même sur le point de basculer. Il est dans un premier temps contacté par Renault pour remplacer Alain Prost, qui est blessé avant le Grand Prix de Détroit, mais avant même qu'il puisse monter dans la voiture, le pilote français est désigné apte à piloter. Quelques heures plus tard, c'est Ferrari qui le contacte pour qu'il rejoigne l'équipe à partir du Grand Prix de Zandvoort pour prendre la place de Gilles Villeneuve qui était décédé lors du Grand Prix de Zolder. À ce moment-là, Jan Lammers touche presque le jackpot, sauf qu'avant même qu'il puisse signer son contrat, il est victime d'une sortie de piste pendant les essais à Détroit et se fracture le pouce. En l'espace de quelques jours, il voit passer sous son nez un volant chez Renault, puis un volant chez Ferrari, et après ça, les opportunités disparaissent. Et Jan Lammers finit par quitter la Formule 1 à la fin de la saison 1982. Contrairement à beaucoup de pilotes, sa carrière ne s'arrête pas là et décide de tenter sa chance ailleurs. Jan se lance d'abord dans une carrière en kart, qui est l'ancêtre de l'IndyCar aux États-Unis, puis il s'essaye aussi à l'endurance, et c'est là que sa vie va totalement changer. Alors, percer en Formule 1, on va pas se mentir, c'est très difficile. Mais le faire en endurance, ça, c'est un peu plus accessible. En 88, il remporte les 24 heures du Mans et les 24 heures de Daytona avec Jaguar. Tout le monde en Formule 1 savait que le mec était très talentueux, mais il suffisait juste de changer de discipline pour montrer à tout le monde son plein potentiel. Et en 92, 10 ans après avoir quitté la Formule 1, une nouvelle offre se présente à lui. Le pilote Karl Wendlinger quitte l'écurie March avant la fin de la saison pour préparer son arrivée chez Sauber. March cherche donc un nouveau pilote avec de l'expérience pour terminer les 2 dernières courses et décide de contacter Jan Lammers. 10 ans plus tôt, tout le monde pensait que le mec ne remettrait jamais les pieds en Formule 1. Entre-temps, il est quand même devenu vainqueur des 24 heures du Mans, de Daytona et a roulé en endurance. Et pourtant, le voilà de retour sur la grille de départ. 10 ans, 3 mois et 22 jours entre ces 2 Grands Prix de Formule 1. C'est un record qui tient toujours aujourd'hui. Bon, malheureusement, son retour, il a été de courte durée parce que même s'il avait signé pour terminer la saison 92 et courir en 93, March a fait faillite pendant l'hiver et a disparu avant même le début du championnat 93. Jan Lammers n'aura disputé que 2 Grands Prix pour son retour, mais ça aura suffi pour rentrer dans l'histoire avec un record que personne n'a encore réussi à battre, sauf si un certain Mika Häkkinen décide un jour de sortir de son année de césure. Pour le record suivant, on va parler d'un pilote que vous connaissez tous, Max Verstappen, 4 fois champion du monde de Formule 1 avec Red Bull. Alors avant qu'Antonelli arrive en Formule 1 et commence à briser tous ses records de précocité, Verstappen détenait la plupart de ses records, et notamment celui du plus jeune pilote à avoir remporté un Grand Prix. Alors aujourd'hui, techniquement, Verstappen a toujours ce record, mais celui dont je veux vous parler, c'est pas forcément du plus jeune vainqueur, mais du plus jeune pilote à avoir participé à un Grand Prix de Formule 1. Parce que pour le coup, celui-là, il est littéralement imbattable. Pour bien comprendre ce record, on va faire un saut dans le passé et revenir en 2014. À ce moment-là, Max Verstappen, donc fils de Jos Verstappen, ancien pilote de Formule 1, débute sa première saison de monoplace en Formule 3 Europe. Une saison notamment remportée par Esteban Ocon. Et il faut bien comprendre, en 2014, le nom de Verstappen, il n'est pas giga connu. Et pourtant, c'est un monstre. Il a ultra performé en karting et il impressionne énormément en monoplace. Quand je vous dis qu'il impressionne, c'est que vraiment, il impressionne tout le monde. Pour sa première saison, il se bat pour le titre, donc face à Esteban Ocon, et des grosses équipes comme Mercedes, Red Bull et Ferrari essayent déjà de l'attirer dans leurs académies.
À cette époque, il n'y a que deux académies en vrai qui sont très réputées et qui ont du potentiel en Formule 1, c'est Mercedes et Red Bull. Et c'est chez eux aussi d'ailleurs qu'il y a le plus de pilotes et c'est eux qui développent le mieux les jeunes pilotes. Verstappen est donc approché par les deux équipes et c'est Red Bull qui va faire la meilleure offre en proposant à Verstappen une place dans l'académie, mais surtout une place en Formule 1 en 2015 chez Toro Rosso. Évidemment, bon, je pense que vous le savez de toute façon, Jos et Max ont accepté l'offre de Red Bull. Le Néerlandais a fait quelques free practice en 2014 et c'est comme ça que Verstappen se retrouve à prendre le départ de son premier Grand Prix de Formule 1 en 2015 en Australie, alors qu'il n'a que 17 ans, 5 mois et 15 jours. Max devient donc le plus jeune pilote de l'histoire à prendre le départ d'un Grand Prix en Formule 1, mais surtout le seul pilote mineur de l'histoire en Formule 1. Alors, statistique de fou, on est tous d'accord là-dessus, mais ça n'a pas du tout plu à la FIA. On est bien d'accord qu'en 2015, il n'y avait pas de règle qui interdisait Verstappen de rouler en Formule 1. Rien n'empêchait Red Bull de le placer sur la grille, sauf que pour l'image de la FIA, voir un pilote mineur sans le permis arriver au volant d'une Formule 1, c'est un peu dérangeant. Alors vous allez vous demander pourquoi ce record il est imbattable, parce qu'en soi on pourrait avoir un gamin de 16 ou 17 ans qui arrive dans les prochaines années. Eh bien non, la FIA a modifié son règlement suite à l'arrivée de Verstappen. Aujourd'hui, pour avoir la super licence, qui est donc le permis entre guillemets de la Formule 1 pour rouler une saison, il faut avoir le permis de conduire, il faut avoir accumulé des points dans les championnats juniors, il faut avoir aussi un certain nombre de kilomètres en monoplace, mais surtout, il faut au minimum 18 ans. Il y a 2 ans, Mercedes avait demandé à la FIA une dérogation pour permettre à Antonelli de rouler en Formule 1 avant ses 18 ans. Cette requête, elle avait été refusée. Alors, à moins d'un gros retournement de situation, un changement de règlement, un turbo-crack qui arrive dans les prochaines années ou un énorme chèque, sait-on jamais, Max Verstappen devrait rester dans l'histoire de la Formule 1 le seul pilote mineur à avoir participé à un Grand Prix. Pour le dernier record de cette vidéo, on va partir sur quelque chose d'un petit peu moins flatteur, mais qui personnellement, moi, me régale. C'est le record du nombre d'abandons de suite pour un pilote. Alors pour ce record, on va se concentrer sur un pilote italien que les anciens connaîtront peut-être, sûrement même pour ceux qui ont une bonne culture, c'est Andrea De Cesaris. De Cesaris, c'est un pilote de Formule 1 italien qui détient déjà le record du nombre d'abandons en Formule 1, 147 en 208 Grands Prix. Donc ça fait 70% des courses auxquelles il a participé. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. De Cesaris a commencé sa carrière chez Alfa Romeo en 1980, où il a participé aux 2 dernières courses de la saison. À cette époque, c'est un jeune pilote talentueux qui a beaucoup de potentiel, mais qui a tendance à faire pas mal de bêtises. Il en fait un petit peu trop tôt, et ça se vérifie très vite, vu que lors de ses 2 premières courses en Formule 1, il a une casse moteur, puis un accrochage. Malgré ces 2 premières courses compliquées, son talent est repéré par McLaren qui décide de l'engager pour la saison 1980. Sauf que durant cette saison, les résultats sont décevants. Ils ne sont pas assez bons, il abandonne énormément et McLaren décide de se séparer de De Cesaris qui revient chez Alfa Romeo. Son retour chez Alfa, c'est sans doute le meilleur passage de sa carrière parce qu'en 2 saisons, il a encore beaucoup d'abandons, ça change pas forcément, mais il va faire une pole position au GP des États-Unis de l'Ouest et 3 podiums. Pour l'époque, Alfa Romeo, c'est pas une mauvaise voiture, mais c'est pas une McLaren ou une Ferrari non plus. Donc, pour cette voiture-là, les résultats sont plutôt positifs. Sauf qu'en 1984, c'est le début des problèmes. De Cesaris décide de quitter Alfa Romeo et de rejoindre Ligier pendant 2 ans. Alors, déjà la voiture, elle est pas bonne, mais en plus de ça, elle est pas fiable. L'Italien n'arrive pas à performer. À la fin de la saison 85, il enchaîne 5 abandons de suite et De Cesaris décide donc de quitter Ligier pour rejoindre Minardi. Sauf que là, c'est encore pire. Sur la saison 86, qui compte donc 16 Grands Prix, De Cesaris abandonne 14 fois. Et encore pire, il ne termine qu'une seule course parce qu'il n'a pas participé au Grand Prix de Monaco. La seule course qu'il arrive à terminer, c'est le Mexique, avant-dernière course de la saison, où il termine 8e et met fin à une série de 18 abandons consécutifs. 18, là vous vous dites, c'est impressionnant, c'est pas mal, accrochez-vous bien. Le dernier GP de la saison 86 a lieu en Australie. De Cesaris abandonne, parce qu'au final, c'est ce qu'il sait faire de mieux. L'extincteur s'active alors qu'il était présent dans la voiture. Enfin bon, bref, je pense que le divertissement à cette époque était assez exceptionnel.
À la fin de l'année, l'Italien décide de quitter Minardi et il rejoint Brabham en espérant avoir un petit peu plus de chance. Spoiler alerte, il abandonne toutes les courses de la saison 1987. Après une saison cauchemardesque, De Cesaris change encore une fois, oui, d'équipe et se retrouve chez Rai Racing avec qui il va abandonner les 5 premières courses de la saison. Au Grand Prix de Détroit, l'Italien voit enfin la ligne d'arrivée, où d'ailleurs il frôle le podium puisqu'il termine 4e. Mais je vais vous faire le calcul, si vous avez bien suivi, entre 86 et 88, Andrea De Cesari a abandonné 22 fois d'affilée. Je pense qu'aujourd'hui, c'est clairement un record imbattable. Alors là aussi, pour les puristes, ça va jouer sur les mots parce que techniquement, Andrea De Cesari n'a pas abandonné 22 fois de suite. Il a en réalité été classé 3 fois pendant cette série de 22 DNF. 3 fois où l'Italien en fait a été classé même s'il n'a pas passé la ligne d'arrivée. 3 fois à cause d'une panne d'essence dans le dernier tour. En 87, à Spa avec Brabham, il termine 3e de la course alors qu'il a abandonné à cause d'une panne moteur à un tour de l'arrivée. En 87, en Australie, toujours avec Brabham, là aussi, il a une panne d'essence, mais il est classé 8e. Et au Canada, en 88, donc avec Rai Racing, il termine 9e, là aussi avec une panne d'essence à un tour de l'arrivée. Après autant d'abandons, Andrea De Cesaris va malheureusement porter le triste surnom de Andrea De Crash Série et va terminer sa carrière en 94 chez Sauber sans réellement avoir pu montrer de quoi il était capable. De Cesaris était vraiment un bon pilote pour le coup avec beaucoup de rythme, beaucoup de vitesse, mais entre la malchance mécanique, sa capacité incroyable de tout le temps casser sa voiture, on retient forcément plus facilement ses abandons que ses 5 petits podiums. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'avoue que j'adore ce genre de format. C'est un peu insolite. On creuse un petit peu l'histoire de la Formule 1. Il y a toujours des choses passionnantes à dire. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Lequel de ces records vous a le plus surpris? Et si vous voulez un deuxième épisode, nous on se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. C'est le plus important. Ciao, ciao.